Alors aujourd'hui on va parler de Baudelaire, de l'imagination, de la beauté. Donc si pour vous l'idéal c'est encore autre chose qu'un supermarché, vous avez choisi la bonne vidéo. Je fais tout pour en faire des parias de la société. Comment il peut être à 27% encore aujourd'hui? Que l'étude de Santé publique France que vous avez citée. N'importe quoi. On peut s'écouter 2 minutes, je suis sûr qu'on le peut. Donc il y a un moment où la connerie, ça suffit. Ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo sur l'imagination, c'est la généralisation d'un certain rapport au réel, à l'actualité et en particulier à l'information en continu qui est un peu la quintessence du réel dans ce qu'il a de plus lourd, alors que l'imagination c'est justement ce qui nous permet de nous détacher de ce qui nous entoure, de ce qui est constamment là, et quand on ne stimule pas l'imagination, quand on consomme que des contenus qui se suffisent à eux-mêmes, on finit par s'avilir et c'est pour ça que Baudelaire a écrit Élévation. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées, mon esprit, tu te meuses avec agilité. Et, comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde avec une indicible et mâle volupté. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides. Va te purifier dans l'air supérieur. Et bois, comme une pure et divine liqueur, le feu clair qui remplit les espaces limpides. Derrière les ennuis et les vastes chagrins qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Celui dont les pensées, comme des alouettes, vers les cieux le matin prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Donc dans ce poème, Baudelaire enjoint son âme de s'éloigner du donné, de l'immédiat, de ce qu'il appelle l'ici et le connu. Et ce désir d'élévation, qui est désir d'envol imaginaire, il traduit bien le fait que par l'imagination, on peut se donner d'autres idées que celles que nous offre le monde extérieur. Et c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de se passionner pour tel sondage ou la dernière sortie d'un obscur député. Alors l'imagination, c'est une partie essentielle de la conscience et peut-être même de la nature humaine. C'était en tout cas la thèse de Cassirer dans son essai sur l'homme, où il défendait l'idée que c'est l'imagination finalement qui nous distingue de l'animal, parce qu'on est les seuls à pouvoir nous désengager du monde présent pour vivre dans une réalité possible ou imaginaire. C'est-à-dire que l'animal, lui, il n'a pas d'autre univers que celui que lui dessinent ses instincts, il est prisonnier de ses pulsions, de ses besoins, et c'est ce qui fait dire à Cassirer que dire non, donc le refus, c'est l'acte initial par lequel on s'élève au-dessus de l'humanité. C'est le début de la spiritualité définie comme émancipation à l'égard du monde corporel. L'homme se libère du présent par l'imagination d'un objet à venir, ayant pour vocation de s'inscrire dans le réel. Et c'est seulement par l'intermédiaire de cette image prospective et en son nom que l'homme parvient à surmonter la tyrannie de ses émotions et de ses affections présentes. L'homme se distingue de la bête par cette résistance aux inclinations présentes au nom d'objets ou de projets virtuels figurés par l'imagination. Donc c'est par le refus et pas la demande qui traduit un besoin que la conscience humaine s'éveille. Autrement dit, imaginer, c'est, comme le soutenait déjà Ribot, transformer un besoin en image. C'est une idée qui a été beaucoup reprise et affinée par la suite. L'imagination, en premier lieu, c'est la transformation de l'expérience sensorielle en trame psychique. Le chaos des impressions devient histoire, c'est-à-dire que l'imagination, elle anime, elle réinvente les traces de nos contacts avec le monde. Et les rêves, c'est la première forme de ce processus. Et cette transformation de l'expérience, elle inhibe les pulsions quant à leur but et elle les sublime. Donc l'imagination sublime les passions, ce qui était besoin, désir irrépressible, devient contenu mental, d'où la capacité de l'imagination à maîtriser le manque, la perte, le désir, le besoin, etc. C'est-à-dire qu'elle fait du manque une positivité, puisqu'elle en fait un contenu qui peut ensuite éventuellement se matérialiser, par exemple sous forme artistique. Alors l'imagination nous libère du régime de la présence et du besoin, et en faisant ça, elle nous ouvre à la projection et donc à l'action, puisque l'action est d'abord projet, et le projet c'est schématiser des fins, schématiser des moyens,
envisager différents scénarios possibles. À cet égard, donc, l'imagination, c'est un moyen de nous approprier notre pouvoir d'agir et peut-être même le plus important. C'est pour ça que Laurent Cournary écrit « C'est dans la liberté de l'imagination que s'invente l'imagination de la liberté ». Et dans le même ordre d'idées, Ribot écrit au début de son essai sur l'imagination créatrice « L'imagination est dans l'ordre intellectuel l'équivalent de la volonté dans l'ordre des mouvements ». Autrement dit, il y a en fait un lien très étroit entre l'imagination et la volonté. L'imagination, c'est pas du tout le refuge du glandeur, c'est au contraire l'outil premier de celui qui agit. Et c'est pour ça que dans le poème de Baudelaire, la volonté du sujet est thématisée et retranscrite à plusieurs niveaux, et notamment à travers plusieurs phénomènes d'enjambement et de relance syntaxique qui sont l'affirmation d'un moi qui transgresse les limites et qui fait quelque chose de son désir. L'imagination, évidemment, on peut l'aborder sous beaucoup d'angles différents. Moi, j'en ai choisi quelques-uns que je synthétise ici. Et il y en a un sur lequel je vais m'attarder un peu plus, c'est celui choisi par Sartre dans son deuxième livre sur l'imagination, qui s'appelle L'Imaginaire, et où il montre, entre beaucoup d'autres choses, au début du texte, que l'imagination stimule notre savoir, parce qu'on ne peut se représenter en image que ce qu'on sait d'une certaine façon, c'est-à-dire que même quand on s'imagine des choses complètement fantasques, des choses qui n'existent pas, on peut seulement le faire en puisant dans nos connaissances qui sont toujours la matière première de ce concret. Mais ce que Sartre montre surtout, c'est que l'imagination est ancrée dans notre affectivité. Et il le montre en défendant une thèse qui est que l'imagination, elle vise ces objets à travers ce qu'il appelle un représentant analogique, qui est un composé de savoir et d'affectivité. Pierre, tel que le livre L'image mentale, est une synthèse qui contracte en elle une certaine durée, souvent même des aspects contradictoires. C'est d'ailleurs l'explication du caractère émouvant que conservent certaines images, alors que leur objet de chair et d'os a perdu, depuis longtemps, la puissance de nous émouvoir. Ce qui est successif dans la perception est simultané dans l'image. Et il ne saurait en être autrement puisque l'objet en image est livré d'un coup par toute notre expérience intellectuelle et affective. Ces représentants analogiques, c'est donc des condensés d'expériences passées, des condensés de différentes temporalités et de différentes qualités, et l'image, dans ce sens, elle nous fait ressentir, elle nous donne d'un coup ce qui a été vécu successivement et séparément, d'où sa grande charge affective. Quand je pense à quelqu'un que je connais depuis longtemps, je ressens, d'une manière un peu mystérieuse et difficile à expliquer, je ressens d'un coup un mélange de différents moments, de différents lieux, de différentes émotions, etc. d'une manière qui est beaucoup moins évidente dans la présence de la personne. Ce lien entre imagination et affectivité, il avait aussi été souligné par Ribot, qui disait que l'imagination nous rattache au fond affectif de notre mémoire, parce qu'on ne crée qu'à partir de soi et des associations inconscientes qui se font en nous sur la base de nos expériences. Les images qui nous reviennent, les images qui nous viennent, dit Ribot, elles sont liées aux événements qui nous ont marqués, et c'est ce qui fait le potentiel créatif de ces associations, c'est que les émotions, elles relient entre eux des objets qui n'ont rien à voir, ce qui ouvre un champ presque illimité à des combinaisons inédites. Alors Sartre, pour revenir à Sartre, il raisonne sur la base de l'idée que l'imagination, c'est rendre présent ce qui est absent, mais c'est peut-être aussi s'absenter soi-même. C'est-à-dire quand j'imagine quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas là, je m'absente du monde pour m'imaginer dans la présence de ce qui est absent. Je me porte moi-même dans un monde imaginaire où l'objet imaginé est présent. L'enfant par exemple, qui s'imagine dans la peau d'un personnage, quand il fait ça, même s'il ne se le formule pas forcément en ces termes, il se pose comme absent en tant que sujet perceptif pour s'affirmer imaginairement en tant qu'un autre. Et faire ça, selon Laurent Cournary, c'est remonter à la source de mon rapport au monde, tenter d'éprouver à travers cet acte d'imagination qui se dirige sur lui, le monde comme entièrement nouveau, de se viser soi-même comme mouvement de la liberté vers le monde. Donc l'imagination, c'est aussi une manière de se concevoir, une réinterprétation de notre rapport au monde qui nous offre un modèle d'inscription alternatif. Et en fait, on retrouve ça dans Élévation, puisque l'arrachement au monde est doublé
d'un arrachement à soi. C'est pour ça que le sujet s'interpelle lui-même à la deuxième personne. Mon âme, tu te meus avec agilité, etc. Il s'interpelle lui-même à la deuxième personne en tant qu'esprit libéré de son corps. Et dans cet envol imaginaire, il y a une abolition des catégories logiques et des lois de la nature, ce qui se voit notamment dans les vers. Et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde, où l'océan se retrouve dans le ciel et où le verbe sillonner donne à cette espèce d'air liquide une épaisseur terrestre, ce qui complique encore l'image et la rend encore plus insolite. Et à la fin du poème, la fusion des éléments est complétée par la fusion du sujet et des éléments dans l'image du feu qui est bu. Bois ce feu qui remplit les espaces limpides. Le feu qui normalement dévore devient ici nourricier, et c'est ça qui fait, entre autres choses, le bonheur de cette âme, c'est de réinventer comme ça son rapport au monde et aux éléments. Il y a une dernière thèse de Sartre que j'aimerais rapporter ici, et c'est l'idée que le beau est l'apanage de l'imaginaire. Le réel n'est jamais beau, la beauté est une valeur qui ne saurait jamais s'appliquer qu'à l'imaginaire et qui comporte la néantisation du monde dans sa structure essentielle. Alors Sartre n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de beauté dans le monde. Ce qu'il est en train de dire, c'est que voir de la beauté dans le monde, c'est adopter une certaine attitude, c'est poser l'objet sur le mode de l'imagination qui consiste à viser les objets à travers une conscience imageante et non réalisante, pour employer le lexique de Sartre. Une musique, dit Sartre, d'un point de vue purement matériel et perceptif, c'est rien d'autre qu'une suite de sons, et entendre une musique dans cette suite de sons, c'est poser la suite de sons comme analogue d'un contenu esthétique, à savoir une symphonie, une chanson, etc. C'est pour ça qu'on est plus sensible à la beauté quand on n'a pas d'autres préoccupations à l'esprit, et notamment des préoccupations d'ordre pratique. Cette allée d'arbres, je ne l'aperçois pas de la même manière, selon qu'elle constitue le bout d'un itinéraire que je suis pour me rendre à un certain endroit, ou selon que je la contemple pour elle-même, d'une façon désintéressée. C'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas à lire un roman quand on n'est pas disponible mentalement, quand on lit 15 fois la même phrase. On n'arrive pas à adopter cette attitude imageante, cette conscience imageante, et à faire de la suite de mots et de phrases sur le papier les représentants analogiques d'un univers fictionnel. Et pour ce qui est de la peinture, Sartre explique les choses de la manière suivante. Ainsi, le tableau doit être conçu comme une chose matérielle, visitée de temps à autre, chaque fois que le spectateur prend l'attitude imageante, par un irréel qui est précisément l'objet peint. Donc l'imagination donne vie à l'art et grâce au monde, ce qui est déjà pas mal. Et ce qui est intéressant dans cette thèse de Sartre, c'est qu'elle montre bien l'intrication qu'il y a entre nos attitudes et l'expérience du monde, qui faisait écrire à Baudelaire, pour la plupart d'entre nous, surtout pour les gens d'affaires aux yeux de qui la nature n'existe pas, si ce n'est dans ses rapports d'utilité avec leurs affaires, le fantastique réel de la vie est singulièrement émoussé. Donc l'expérience du monde est banalisée quand on voit tout à travers le prisme de l'utile. Cette relation, ce rapport étroit entre beauté et imaginaire, Baudelaire l'avait lui-même défendu à sa manière dans son salon de 1859, dans lequel il consacrait plusieurs pages à l'imagination, dans le cadre de la critique qu'il fait d'une certaine esthétique réaliste qui justement évincerait totalement l'imagination de l'art. Cette critique serait, selon Baudelaire, obnubilée par le vrai, de la conformité exacte entre la copie et le modèle, et par là, elle manquerait inévitablement le beau. Le goût exclusif du vrai opprime ici et étouffe le goût du beau. Où il faudrait ne voir que le beau, notre public ne cherche que le vrai. Il n'est pas artiste, naturellement artiste, philosophe peut-être, moraliste, ingénieur, amateur d'anecdotes instructives, tout ce qu'on voudra, mais jamais spontanément artiste. De jour en jour, l'art diminue le respect de lui-même, se prosterne devant la réalité extérieure, et le peintre devient de plus en plus enclin à peindre non pas ce qu'il rêve, mais ce qu'il voit. Cependant, c'est un bonheur de rêver, et c'était une gloire d'exprimer ce qu'on rêvait. Mais que dis-je, connaît-il encore ce bonheur? Est-il permis de supposer qu'un peuple dont les yeux s'accoutument à considérer les résultats d'une science matérielle comme les produits du beau n'a pas singulièrement, au bout d'un certain temps, diminué la faculté de juger et de sentir ce qu'il y a de plus éthéré et de plus immatériel?
Donc pour Baudelaire, la passion du factuel, du vrai et de l'exact, c'est le symptôme et la cause d'une dégradation de l'imagination qui entraîne avec elle une dégradation de toutes les facultés. Ce que dit Baudelaire, c'est que quand on n'arrive plus à voir au-delà du perceptible et quand on prend l'habitude de consommer que des reproductions strictes de la réalité, eh bien, on n'arrive plus à sentir et on devient en fait tout simplement bête. Ce qui fait au contraire le génie de Delacroix, dont il parle dans le même texte, c'est que ses peintures à lui, elles gardent la trace des impressions que les objets ont eues sur lui et la trace de l'humeur dans laquelle il était quand il peignait ses tableaux. C'est-à-dire que pour Baudelaire, un beau tableau en fait peint plus l'âme du peintre que le monde. Et il dit des choses similaires du dessinateur et peintre Constantin Guy. Ce qui fait la beauté de ses œuvres, c'est qu'il dessinait de mémoire et non d'après le modèle. Donc dans la pensée de Baudelaire, le goût du vrai s'oppose à celui du beau, et ce que Baudelaire sous-entend, c'est que voir et produire le beau suppose un certain retrait vis-à-vis du factuel et de ce qu'il appelle ailleurs le dieu de l'utile. Et je pense qu'on a tout intérêt à relire ces textes, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui on est justement envahi par ça, envahi par les faits, par des micro-événements auxquels on est censé trouver de l'intérêt, et surtout on ramène tout ou presque tout au seul critère de vérité, alors que même dans le domaine de la pensée, on peut juger les choses autrement. Même des idées ou des systèmes de pensée avec lesquels on n'est pas d'accord, on peut encore y trouver de la beauté, de la finesse, de la profondeur. On n'est pas obligé de se demander, et de se demander uniquement si c'est vrai ou si c'est faux. Pour revenir à Baudelaire, la beauté en fait chez Baudelaire est ambivalente, c'est-à-dire que c'est une fleur du mal en ce qu'elle est mensonge et tentation, mais elle reste sacrée parce qu'elle ouvre sur l'ailleurs, ce qu'il exprime très bien dans le poème Hymne à la beauté. Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe, ô beauté, monstre énorme, effrayant, ingénu, si ton œil, ton souris, ton pied m'ouvre la porte d'un infini que j'aime et n'ai jamais connu. De Satan ou de Dieu, qu'importe, ange ou sirène, qu'importe, si tu rends, fée aux yeux de velours, rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine, l'univers moins hideux et les instants moins lourds. C'est pour ça que la beauté l'emporte sur la vérité, c'est parce qu'elle rend le monde moins hideux et les instants moins lourds, parce qu'elle allège tout ce qu'elle touche, et en allégeant l'esprit, elle le rend apte aux ascensions dont témoigne élévation et dont témoigne l'agilité de l'âme dans élévation. Tout ça pour dire que certains se trouveraient pas plus mal de ramper un peu moins dans les sous-sols d'internet et de s'ouvrir un peu plus au vertige intérieur. Et si on triche un peu, ça fait des alexandrins. Il y a un autre poème qui rend bien compte de ce qu'est l'imagination en tant qu'attitude et en tant que faculté, c'est le poème Paysage qui ouvre la section des tableaux parisiens. Je veux, pour composer chastement mes églogues, coucher auprès du ciel, comme les astrologues, et, voisins des clochers, écouter en rêvant leurs hymnes solennels emportés par le vent. Les deux mains au menton, du haut de ma mansarde, je verrai l'atelier qui chante et qui bavarde, les tuyaux, les clochers, ces mâts de la cité, et les grands ciels qui font rêver d'éternité. Il est doux, à travers les brumes, de voir naître l'étoile dans l'azur, la lampe à la fenêtre, les fleuves de charbon monter au firmament et la lune verser son pâle enchantement. Je verrai les printemps, les étés, les automnes. Et quand viendra l'hiver aux neiges monotones, je fermerai partout portières et volets pour bâtir dans la nuit mes féeriques palais. Alors je rêverai des horizons bleuâtres, des jardins, des jets d'eau pleurant dans les albâtres, des baisers, des oiseaux chantant soir et matin, et tout ce que l'idylle a de plus enfantin. L'émeute, tempêtant vainement à ma vitre, ne fera pas lever mon front de mon pupitre, car je serai plongé dans cette volupté d'évoquer le printemps avec ma volonté, de tirer un soleil de mon cœur et de faire de mes pensées brûlants une tiède atmosphère. Alors dans ce poème, comme ça apparaît très clairement, l'imaginaire prend le pas sur le réel. Le moi commence par mélanger la réalité et le rêve. Il transforme la cité en vaisseau, ces mâts de la cité. Il fait du ciel un ciel de tableaux. Le pluriel des grands tableaux évoque le registre pictural, avant de plonger complètement
dans l'imaginaire. Cette progression, c'est celle de l'implication du sujet dans son expérience, et ce qui est frappant dans ce poème, c'est cette affirmation du moi qui s'approprie progressivement le monde jusqu'à le créer de toutes pièces. Entre le « je veux » initial, le contre-rejet de faire à la fin du poème et les 3 verbes à l'infinitif qui dénotent un acte de création, tout ça appuie le caractère volontaire de cette transformation et le pouvoir démiurgique d'un moi qui sait se distancer du monde extérieur. Et c'est pas pour rien que volonté rime avec volupté, rime qui fait un peu écho au passage que je citais tout à l'heure, dans lequel Baudelaire dit que c'est un bonheur de rêver et d'exprimer ce qu'on rêve. Dans les 2 derniers vers, le chiasme soleil, cœur, pensée, atmosphère, donc extériorité, intimité, intimité, extériorité, exprime parfaitement ce que le sujet fait, c'est-à-dire qu'il spatialise son intimité et il subjectivise le monde extérieur, c'est-à-dire qu'il se crée sa propre atmosphère, sa propre saison. On comprend du coup le titre du poème, à l'aune de ce renversement, le paysage, c'est celui que le poète se donne, celui que le poète se crée. Il refuse l'hiver et avec lui la soumission aux aléas du temps et du hasard. Donc comme dans le domaine esthétique, ce que Baudelaire refuse en dernière instance, c'est que l'esprit soit simplement le reflet du monde. Alors il ne s'agit pas ici de défendre une posture solipsiste et une indifférence totale à ce qui se passe dehors. Je ne dis pas qu'il faut rester chez soi et s'inventer des jardins, mais l'idée qu'on peut retenir de ce poème, toute simple, c'est qu'on peut peupler notre esprit d'autres idées que celles qui nous tombent dessus, et que c'est pas parce qu'il pleut que je suis condamné à penser aux nuages. La vraie passivité, ce serait en fait d'être collé au réel, d'agir uniquement sur la base de ce que le monde nous offre de lui-même, tandis que l'action véritable, elle suppose le moment imaginaire, ce retrait qui en est le ressort le plus efficace. De toute façon, on n'échappe pas à l'imagination parce qu'elle est à l'œuvre dans à peu près tout ce qu'on fait. Chez Kant, dans l'esthétique de Kant, c'est le temps... J'ai failli me casser la gueule. J'ai failli me chier encore une fois. Non, ok, il faut que je reste là, attends. Dans l'esthétique de Kant, c'est l'imagination qui figure le temps et l'espace, qui sont les conditions de toute représentation et de toute expérience. L'imagination, elle appuie la perception, elle la complète, elle lui imprime des valeurs affectives, symboliques, esthétiques, etc. Elle est nécessaire à la connaissance, à la construction du savoir, mais en plus d'être partout, elle est toujours bénéfique. Elle dégage les possibles, elle stimule l'invention, l'ingéniosité. Un même fait dans un esprit passif, ça donne rien, mais dans un esprit actif, vif et habitué aux assemblages insolites, ça peut donner lieu à des idées neuves et à des découvertes. Et pour le plaisir, on va se mettre un dernier Baudelaire. Que dit-on d'un guerrier sans imagination? Qu'il peut faire un excellent soldat, mais que, s'il commande des armées, il ne fera pas de conquête. Que dit-on d'un diplomate sans imagination? Qu'il peut très bien connaître l'histoire des traités et des alliances dans le passé, mais qu'il ne devinera pas les traités et les alliances contenues dans l'avenir. D'un savant sans imagination? Qu'il a appris tout ce qui, ayant été enseigné, pouvait être appris, mais qu'il ne trouvera pas les lois non encore devinées. L'imagination est la reine du vrai, et le possible est une des provinces du vrai. Elle est positivement apparentée avec l'infini. Le manque d'imagination et d'imaginaire non seulement nous éloigne du beau et de l'infini, mais est même carrément nocif. Comme l'écrit Jean-Jacques Wunenburger, quand l'environnement n'offre plus de canaux d'expression aux images, l'imaginaire soit se nécrose en atrophiant le psychisme de l'homme, soit sans sauvage pour exploser sous forme de conduite et d'aspiration irrationnelle. Donc si vous avez d'autres projets que de devenir des sauvages, quittez Twitter, quittez BFM et voyez ailleurs si vous y êtes. Ah, et une dernière chose, je ne l'ai jamais fait parce que je déteste faire ça, mais cette fois je vais le faire. Ça fait un moment que j'ai ouvert un compte Tipeee et je vais mettre le lien vers mon compte Tipeee dans la description de cette vidéo et peut-être aussi celui de mon compte PayPal pour ceux qui aimeraient rémunérer mon travail sur cette chaîne et que je remercie d'avance. Je vous invite également à me suivre ici même évidemment et aussi sur Instagram. Et cela étant dit, je vous dis à bientôt et je vous laisse sur une note moins prosaïque. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous.
Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui part. Demandez quelle heure il est. Le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse. De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise.